Es ist wirklich ein Pläsier für mich, mit Ihnen zu sein. Ich werde meine Präsentation auf Französisch zu machen. Und Barbara, die Slides sind auf Englisch und die werden vielleicht es besser folgen. J'ai choisi de faire une présentation sur un thème qui me tient très à cœur depuis longtemps. Vous avez rappelé, Jürg, que j'étais effectivement engagé dans le domaine de l'économie du travail, et toujours très préoccupé de pouvoir établir des liens avec la société et les défis qu'elle doit affronter. Et cette thématique de science, information, démocratie est encore aujourd'hui plus importante que par le passé. C'est sur cette thématique que j'aimerais vous entretenir pendant une petite demi-heure. Peut-être une présentation que j'ai divisée en 4 parties. Tout d'abord, pour mettre en évidence le contexte actuel qui, je pense, pose encore plus de questions aux hautes écoles de notre pays, mais du monde entier en fait. C'est cette accélération d'un certain nombre de phénomènes, la révolution digitale qui nous place devant une série de questions auxquelles nous devons tenter d'apporter des réponses et des contributions surtout. Le deuxième point, c'est évidemment, et on l'a vu en particulier de ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est l'information et la démocratie au XXIe siècle, avec toute une série de phénomènes qu'on a pu observer qui mettent, je pense, aussi en danger notre démocratie. Le troisième point, c'est d'apporter aussi des solutions à ces défis de nos hautes écoles. Et j'aurai l'occasion de donner quelques exemples, mais vous en aurez, vous aussi, dans vos institutions académiques, des exemples à fournir. Et puis peut-être ensuite, finalement, de conclure sur ce qui peut être encore amélioré dans cette communication de la science, qui est évidemment une thématique qui vous est très, très chère et très importante, plus que jamais, pour nos institutions. Donc, je commence peut-être par ce contexte. Un contexte qui, évidemment, part de nos activités en tant que population, être humain sur cette planète, et on constate que ce soit au niveau de l'évolution de l'émission de gaz à effet de serre, au niveau de la déforestation, au niveau de la dégradation de la biosphère, toute une série de phénomènes qui sont en accélération exponentielle et qui véritablement créent des problèmes à une échelle qui n'a jamais été connu dans le passé. Cette accélération, évidemment, pose toute une série de défis dont on doit tenir compte en tant que population en général, que citoyens, citoyennes de ce monde, mais aussi, évidemment, en tant qu'institutions académiques qui sont confrontées à ces défis. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce que l'on peut dire ici, c'est que d'une situation où on doit répondre en tant que producteur de connaissances, de compétences à travers les étudiantes que l'on forme, à travers la recherche que l'on mène, de pouvoir développer une connaissance, des compétences pour les systèmes d'innovation qui concernent nos pays. Mais maintenant, on a encore une dimension supplémentaire qui est encore plus prégnante que par le passé, c'est de produire de la connaissance pour pouvoir répondre à ces problématiques, à ces défis globaux. Mais j'aimerais vraiment aussi insister très fortement sur le fait qu'il faut éviter évidemment d'avoir une vision peut-être qui consisterait à transformer les hautes écoles en producteurs de recherche utilitariste ou appliquée uniquement. Je crois que dans les deux domaines que nos universités doivent affronter, la recherche fondamentale reste encore et toujours le pilier indispensable pour pouvoir assumer ces deux fonctions de transfert de connaissances pour des systèmes d'innovation, de transfert de connaissances pour répondre aux défis globaux. Si on abandonne cette recherche fondamentale, la liberté aussi de faire de la recherche dans les domaines qui sont proches des chercheurs, eh bien, on risque de ne pas pouvoir véritablement assumer comme il le faut ces deux fonctions de transfert vers la société. Et en voulant peut-être trop mettre l'accent sur l'application, trop peut-être l'accent sur l'immédiateté de nos réponses, on risque de perdre en crédibilité
Et c'est la raison pour laquelle j'insiste ici énormément sur le fait que c'est la recherche fondamentale qui encore et toujours nous permettra d'apporter vraiment des réponses innovantes et des réponses aux défis globaux. Tout ceci, évidemment, se déroule aussi dans le cadre de la révolution digitale, qui, là encore une fois, modifie passablement notre relation à l'information, à la capacité d'accéder à de l'information, quelle que soit d'ailleurs la qualité de cette information, la manière aussi évidemment dont la connaissance est créée, la manière dont elle est ensuite récupérée, qu'elle est stockée ou qu'elle est utilisée. Il y a une révolution tout à fait fondamentale qui peut aussi évidemment prendre l'aspect de l'open access, de l'open science, de l'open education, qui sont véritablement des défis auxquels on doit évidemment répondre, mais qui mettent aussi évidemment peut-être parfois aussi en danger le rôle de nos universités, parce que tout un chacun peut devenir en fait ou prétendre être un expert dans un domaine. On n'a plus besoin, disons, de pouvoir décliner nos compétences pour véritablement être reconnues ou plus ou moins par la population comme un expert. Il y a une très bonne chose, c'est que ce débat scientifique, il sort de sa tour d'ivoire dans laquelle peut-être on a été parfois un peu trop enfermé, ou on s'est laissé enfermer, mais évidemment le risque évidemment de ne plus ensuite identifier véritablement l'expertise et sa qualité. Donc là, il y a véritablement un défi extrêmement important qui est aussi lié évidemment à la diffusion extraordinaire des données que l'on existe et qui rendent ces données accessibles, et c'est tant mieux, et c'est bien, et qu'elles rendent ces données évidemment objet de recherche, et c'est évidemment un défi extrêmement important. Je pense que lors de la pandémie actuelle, cette science ouverte, cette possibilité d'échanger des données a multiplié par un facteur exponentiel une nouvelle fois la capacité à créer de la connaissance basée sur des données, basées sur des expériences, basées sur des connaissances qui avaient besoin d'accumulation de données. Donc ça, c'est un point évidemment extrêmement important. Maintenant, j'aimerais passer au deuxième point, qui est justement un peu ces défis auxquels nous devons répondre, les problèmes en fait, qui sont liés à ce contexte complètement différent, à ce contexte qui est créé par des outils qui créent un nouvel élan pour nos institutions académiques, mais qui pose aussi toute une série de problèmes. Et les défis, vous les connaissez bien. Et vous êtes, vous, en tant que responsable de communication dans vos institutions, confronté tous les jours à ces défis. C'est évidemment les fake news, c'est évidemment aussi ce que le directeur général de l'OMS a appelé l'infodémique, qui est vraiment un pandemic, but infodemic also. C'est vraiment cette situation dans laquelle il y a une diffusion d'une information qui est très mal contrôlée, très mal maîtrisée, dont la qualité peut être évidemment extrêmement douteuse. Les systèmes d'information et puis finalement, et peut-être que là aussi, il faut que nous ayons un regard sur nous-mêmes. On a aussi peut-être la tentation de l'attention. On aimerait être écouté, on aimerait être entendu, on aimerait pouvoir parler les yeux dans les yeux avec le politique, et il y a effectivement peut-être une course à l'attention. On en est tous un tout petit peu victimes, moi le premier, puisque j'ai aussi aujourd'hui tendance à tweeter, peut-être parfois un peu trop, je l'espère pas trop aux yeux d'Anne Laufer, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose de nouveau qui nécessite une réflexion de notre part sur cette économie de l'attention. Alors les illustrations, vous les connaissez bien. C'est vraiment ce qui s'est passé aux États-Unis tout au long du processus électoral, ce qui s'est passé au moment où Biden finalement a été reconnu comme vainqueur de l'élection. Et puis, ce qui est absolument incroyable, c'est pas seulement que quelques personnes n'ont pas cru à la défaite de Trump, c'est que la moitié des électeurs républicains ont considéré que Donald Trump avait véritablement gagné l'élection et qu'il y a eu des fraudes massives
qui ont permis à Joe Biden de finalement être déclaré vainqueur. Là, il y a véritablement, évidemment, un défi pour aider en questionnement. Je veux dire, c'est quelque chose qu'au niveau de Swiss University, on va sans doute prendre très au sérieux pour notamment la rédaction de la planification 2025-2028. C'est que doivent faire les institutions académiques pour contrer ces fake news. Et là, il y a vraiment un défi extrêmement important. On a aussi, évidemment, dans les réseaux sociaux, Twitter, qui oblige à un message extrêmement court, mais qui peut être évidemment extrêmement simplificateur à un point tel qu'on pense pouvoir établir des conclusions qui peuvent évidemment aussi être un défi pour le monde politique suisse. On prend l'exemple d'Israël avec cette capacité de vaccination qu'Israël a pu mettre en place au sein de l'État d'Israël, et puis évidemment qui est pris en exemple et sans tenir compte du contexte comme très particulier du pays par rapport à un exemple suisse ou à d'autres exemples à travers le monde. Et évidemment, là, on a une information extrêmement raccourcie, mais qui va créer un défi pour le politique et surtout diffuser très largement au niveau de l'ensemble de la population ce sentiment que la Suisse fait faux, la Suisse ne vaccine pas assez. Et prenez l'exemple d'Israël, pourquoi on ne fait pas autant? Et puis là aussi, le tweet de notre collègue Roger Coppel qui met en évidence que finalement Boris Johnson a fait tout juste et que le Brexit deal a été une bonne manière de traiter avec l'Europe, ce que nous ne serions pas nécessairement faire aussi bien. Et on a entendu encore très récemment, de plus en plus, la presse commence à comparer la Suisse et UK en disant mais UK a réussi à faire ça, les chercheurs de United Kingdom vont pouvoir participer à part entière dès le 1er avril au lancement des programmes européens, quid de la Suisse. Et donc ce sentiment que sans évidemment parler du contexte, le UK était membre de l'Union européenne, et donc évidemment il y a un accord cadre qui est beaucoup plus évident à mettre en place à partir de cette situation-là que pour la Suisse. Donc on ne tient pas compte du contexte et on tire des conclusions. La Suisse fait moins bien que Boris Johnson, et alors que le contexte est évidemment totalement différent. On a aussi évidemment des exemples encore plus préoccupants de cette fake news. Là, c'est la corrélation que certains ont cru pouvoir établir entre la mortalité du Covid et la 5G aux États-Unis. Et puis, il est fait référence évidemment à quelqu'un qui a un titre académique, a priori, la doctoresse Havas, chercheuse de renommée internationale. Et effectivement, là, chacun peut se décréter comme un chercheur, une chercheuse de renommée internationale. Sur quelle base peut-on l'affirmer? Et on a même aussi, nous, à l'Université de Genève, quelqu'un qui se fait passer sur les réseaux sociaux comme quelqu'un qui a eu une carrière académique reconnue, ce qui est très discutable, chercheuse de renommée internationale qui prétend établir des liens de causalité sans évidemment publier ses recherches, ou elle les publie simplement sur un site Internet qui lui est propre, ou un site sur lequel elle prétend établir ses corrélations. Donc là, évidemment, ce sont des informations qui peuvent retenir très facilement l'attention de ce qu'on pourrait appeler des complotistes. Alors là, en l'occurrence, on utilise le Covid pour démontrer qu'il faut combattre la 5G, mais on reste évidemment toujours dans ce champ où les gens s'autoproclament chercheurs internationalement reconnus et font des conclusions d'une recherche que personne ne cherchera à avoir. On n'obtiendra pas nécessairement les données sur lesquelles cette personne prétend établir une corrélation. Et on a maintenant une information qui est diffusée sans aucun contrôle, entre guillemets, de qualité. Et puis, finalement, un autre point, vous l'avez vu, et là, c'est aussi une réflexion qu'on doit garder à l'esprit. Je pense que
la communauté scientifique suisse s'est remarquablement mobilisée par rapport à ce défi du Covid-19, avec un engagement très fort, totalement bénévole. Je crois qu'il faut le dire et le répéter, personne n'a été, entre guillemets, payé pour faire ce travail. Donc, une mobilisation assez extraordinaire de personnes qui, et je crois que ça démontre vraiment un appétit de nos chercheuses et de nos chercheurs de pouvoir apporter des réponses à ces défis sociétaux, parce que si aujourd'hui on ne répond pas à ces préoccupations, je pense que nos institutions ne rempliraient pas leur rôle. Mais après, évidemment, avec 80 chercheuses et chercheurs qui composent la task force nationale, les médias vont évidemment pouvoir jouer en essayant de confronter ou de faire des débats entre les chercheurs et les chercheuses, en interrogeant une fois l'un, une fois l'autre, et mettre parfois un peu en péril la crédibilité de cette démarche scientifique. Et puis, chaque démission ou chaque départ est interprété comme une situation de crise. Ah, la task force nationale n'arrive plus à se mettre d'accord. Regardez, des personnes de très haut niveau scientifique se retirent, alors qu'ils se retirent peut-être uniquement parce qu'ils ont effectivement beaucoup donné pour la task force et qu'ils doivent ensuite maintenant aussi se redéployer vers d'autres tâches ou d'autres objectifs. Et alors là, il y a évidemment quelque chose que les médias vont utiliser, mais aussi peut-être du côté des chercheurs et chercheuses, un peu aussi parfois des sentiments, pourquoi monsieur et madame est écouté, est dans la task force et pourquoi je ne le suis pas. Ça peut aussi parfois créer quelques frustrations qui peuvent aussi au niveau de la communication créer un peu des difficultés que les médias vont utiliser. Là, c'est un peu cette observation qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'attention que l'on cherche à obtenir plutôt que l'information ou la connaissance. Il y a un peu ce souhait, alors une fois extrêmement positif, les chercheurs veulent apporter des réponses, mais en même temps, il y a cette volonté d'être écouté, cette volonté d'être entendu, cette volonté d'être présent dans le débat, et ça peut parfois créer effectivement au niveau de la communication quelques interférences. Donc là, il y a une surabondance peut-être d'informations qui rend peut-être parfois compliqué le fait de pouvoir véritablement reposer sur des sources qui soient fiables pour donner des informations utiles pour l'ensemble du politique ou de la population. On a, souvenez-vous, cette phrase d'un des experts qui disait « Je veux parler les yeux dans les yeux avec le politique ». Oui, sans doute que c'est une question de respect de la parole scientifique, mais je pense qu'il faut toujours évidemment garder à l'esprit que les rôles sont extrêmement différents et que d'accepter que le politique, parfois, parce qu'il devra mettre en balance différents arguments, n'écoutera pas toujours ou ne suivra pas toujours l'avis scientifique qui est focalisé sur un aspect et non peut-être pas sur l'ensemble des aspects que le politique doit gérer. Il faut accepter ça. Et si on l'accepte, on sera encore peut-être plus et mieux entendu. On a aussi une transition pour notre monde académique qui était auparavant énormément tourné vers la réponse à des changements. Et ça, c'était un peu dans le temps long. On observait des changements, on en tenait compte et puis on lançait ensuite des projets de recherche ou des nouvelles formations qui répondaient à ces changements. On était un peu dans un temps long. Aujourd'hui, tout devient beaucoup plus rapide parce que le contexte favorise l'accélération. Et donc là, maintenant, on est devant une situation où le monde académique doit pouvoir effectivement s'insérer dans des processus politiques en cours, en route, donc un temps beaucoup plus court, un temps d'anticipation, et puis effectivement faire en sorte que l'on puisse répondre à ces défis. Le troisième point que je voulais rapidement évoquer avec vous, c'est comment répondre à ces défis, quelles sont les solutions qu'on peut y voir. Et
Et là, je pense qu'il y a plusieurs choses qui doivent être dites. Tout d'abord, je pense que pour toutes les questions actuelles qu'on a évoquées, la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité est plus que jamais indispensable pour pouvoir répondre de manière globale à ces défis. On a la chance en Suisse d'avoir d'une part des institutions qui sont polyvalentes, mais aussi d'avoir différents types de hautes écoles, les EPF, les hautes écoles universitaires, les HEP, les HES, et chacune d'entre elles doivent évidemment se mettre ensemble pour pouvoir répondre à ces défis. C'est des plateformes sans doute multi-institutionnelles qui devraient être construites pour créer des ponts entre le monde politique, entre l'académie, le monde politique, entre l'académie, les organisations internationales, le secteur privé et la société civile. Et c'est un peu ces thématiques que je vais ici maintenant évoquer avec quelques exemples. Tout d'abord, évidemment, le fameux exemple de la Task Force nationale Covid-19 qui a été mise en place. Et je pense qu'il faut maintenant penser déjà dans le futur. On aura d'autres pandémies peut-être qui arriveront. On aura d'autres situations très impactantes pour la société. Et il nous faut penser maintenant véritablement comment construire une task force un peu permanente, une capacité justement que la science devrait se doter pour pouvoir répondre à ces futurs défis que la science devra et que la société devra affronter ensemble. Donc, il faut effectivement pouvoir réfléchir à cette structure peut-être plus permanente au-delà du Covid-19 avec des questions qui vont être évidemment au centre de ces analyses, les vues scientifiques parfois contradictoires, la science le long terme versus l'immédiateté, et puis l'indépendance et l'autonomie. Et là, on parle évidemment de la recherche fondamentale qui doit encore et toujours être possible et pas guidée uniquement par des arguments purement utilitaristes. Et cet point aussi, il y a une étude, je crois, qui a été maintenant lancée au niveau européen pour pouvoir comparer les différentes réponses du monde académique à ces défis. Des exemples qui me paraissent particulièrement intéressants à développer pour pouvoir justement en particulier lutter contre les fake news, c'est ce qui a été lancé en Suisse francophone avec les universités de Lausanne, l'université de Neuchâtel et l'université de Genève, qui a créé avec la RTS une plateforme qui s'appelle Avis d'experts, avec un financement égal entre ces 4 institutions, mais une plateforme qui est ouverte, et c'est très bien, à la HESSO, aux chercheurs de la HESSO, à l'UNI de Fribourg, à l'EPFL, au Graduate Institute à Genève, au CHUV et au HUG. L'idée, vraiment, c'est de pouvoir mettre dans une plateforme l'ensemble de cette expertise qui émane de nos chercheuses et chercheurs et de pouvoir la rendre disponible aux journalistes qui recherchent dans un domaine particulier un avis d'expert, comme son titre l'indique, et qui puisse véritablement aussi permettre à une meilleure mise en valeur de l'ensemble des contributions de nos experts. Je suis toujours frappé de constater qu'il y a aujourd'hui, uniquement dans ces institutions, plus de 3000 experts qui ont pu participer à l'élaboration de cette plateforme. Je crois qu'il y a quelque chose ici d'extrêmement utile. Nous, on souhaitait le développer d'ailleurs au niveau de des institutions francophones dans le monde, avec peut-être des universités françaises, canadiennes, francophones. Mais je pense qu'il y a ici un outil qui pourrait être extrêmement intéressant à développer au niveau suisse pour élargir cette plateforme qui existe aujourd'hui. Mais l'élargir évidemment au niveau suisse, ce serait une très belle manière de mettre en valeur notre expertise, mais aussi aider les journalistes à trouver les bons experts. Il y a cette initiative aussi, alors là, je parle plutôt de ce qui se passe dans la partie francophone du pays, mais je suis certain, et je le sais, que des initiatives équivalentes existent aussi pour la partie alémanique. Ce serait peut-être bien qu'on puisse enrichir cette présentation avec vos propres projets, et ça permettrait de donner encore plus de poids, peut-être encore à une démarche de cette nature par rapport à Swiss Universities, par exemple. C'est cette initiative qui s'appelle l'Initiative for Media Innovation, où entre des institutions académiques, des partenaires médiatiques,
on a créé cette initiative pour essayer effectivement de faire en sorte que l'on puisse adresser des questions sur la qualité de l'information, sur la diversité de l'information et puis surtout comment faire en sorte de pouvoir répondre à une mutation du monde médiatique qui est en cours à l'heure actuelle avec la technologie qui se développe. Donc, c'est cette thématique information, technologie et société. C'est un programme, un PNR, un programme national de recherche qui pourrait être, le cas échéant, lancé au niveau suisse sur cette thématique. Et puis, il y a un point qui est aussi, je pense, extrêmement important, c'est ce qu'on pourrait appeler le science diplomacy, qui en fait revêt, je crois, 3 types de facettes. C'est tout d'abord de pouvoir amener la science dans la diplomatie, mais on pourrait remplacer diplomatie par politique, comment amener la science dans le monde politique pour mieux informer nos autorités et celles et ceux qui doivent prendre des décisions politiques à l'échelle nationale ou au niveau de la politique étrangère. Ça, c'est un premier volet, c'est ce qui s'est passé, je pense, dans la task force. Il y a la diplomatie for science, donc ça, c'est un deuxième volet important aussi, c'est comment est-ce que, et ça c'est Swissnex, comment est-ce qu'on peut créer en fait un réseau diplomatique qui peut favoriser les relations académiques dont on a besoin à travers le monde. Et puis un troisième volet qui me paraît extrêmement important, et celui-ci existe peut-être encore moins à ce jour, il y a quelques initiatives qui commencent à voir le jour, c'est la Science for Diplomacy, comment la science peut apporter peut-être des éléments de connaissance, de compréhension qui peuvent encore favoriser des négociations diplomatiques entre pays, des discussions qui peuvent être nourries, que ce soit au niveau climatique ou au niveau même de la gestion de l'eau à travers le monde ou entre deux pays. Comment est-ce que la science peut être utilisée pour une meilleure diplomatie ou une gouvernance qui pourrait être alimentée par la science. Donc, on a ici trois champs un peu différents les uns des autres, mais c'est toujours le lien finalement entre la science et les diplomaties. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent déjà et peut-être certaines choses qu'on devrait encore développer. Alors, là, encore une fois, des 2 exemples qui me paraissent intéressants, peut-être aussi avec parfois une difficulté de comprendre le champ de l'un et de l'autre. Vous connaissez peut-être l'initiative qui s'appelle Geneva Science and Diplomacy Anticipator, qui était partie de l'idée que pour maintenir les organisations internationales en Suisse, et en l'occurrence à Genève, il fallait que la science puisse aussi apporter des contributions pour anticiper des évolutions à venir qui ont besoin de cet éclairage scientifique pour pouvoir mieux anticiper. Alors, c'est une initiative qui réunit à la fois le monde international, les organisations internationales à Genève, les institutions académiques et le politique, puisque c'est une initiative qui a été soutenue en particulier par M. Ignacio Cassis. Et puis, une deuxième initiative qui s'appelle le Geneva Science Policy Interface, qui est un peu moins dans l'anticipation, mais plus dans, premièrement, comment faire en sorte que le monde international connaisse les recherches qui sont faites dans les hautes écoles et qui ne sont pas toujours diffusées dans le monde international. On a besoin de ce lien. Il faut apporter ces connaissances scientifiques au monde international, mais aussi avoir une interface qui permet de comprendre quelles sont les questions que se posent les organisations internationales et comment la science peut apporter des réponses à ces questions très précises. Donc, un dialogue qui va dans les 2 sens. Ce que la science peut apporter aux organisations internationales, il faut donc diffuser ces connaissances de manière extrêmement brève avec des policy briefs vers le secteur international, et puis dans le même temps, pouvoir entendre les préoccupations de ces organisations internationales. Et puis, vous le faites tous et toutes sur, évidemment, le lien entre la science et les écoles, le public, avec plein d'initiatives qui permettent de familiariser le public avec la chimie, la physique, les mathématiques, la biologie. Et là, il y a plein d'initiatives qui existent dans vos institutions qui permettent de rapprocher, de
disons, de vulgariser la science pour que les gens comprennent mieux la démarche scientifique et comment la science évolue, peut-être même parfois aussi avec des populations plus jeunes, avec le campus ici junior, qui permet d'atteindre les plus jeunes déjà le plus vite possible. Je pense qu'on a toute une série d'améliorations peut-être à apporter dans ce domaine de la communication scientifique, du lien entre la science et le politique, la diplomatie. Voilà, donc je crois qu'il faut non seulement qu'on continue à travailler sur la vulgarisation, mais ça, je crois que vous toutes et vous tous, vous le faites très bien et on en est très reconnaissant. Il faudra peut-être qu'au niveau de Swiss University, on reconnaisse encore plus cet apport que vous faites dans le Science Outreach. Et puis peut-être qu'il faut qu'on y ajoute maintenant le knowledge brokering pour vraiment essayer de faire en sorte qu'il y ait une meilleure transmission encore possible de la science vers la société. Donc, comme je le dis ici, je pense que les universités suisses, et pas seulement les Swiss Universities, je tiens à dire, c'est en fait les Swiss Higher Education Institutions qui doivent être ici mettre en valeur. Ils ont fait un très bon travail dans la vulgarisation de la science par plein d'initiatives. Et puis maintenant, il faut effectivement améliorer peut-être ce qu'on pourrait appeler le knowledge brokering pour améliorer le dialogue entre les scientifiques et les politiques, le monde politique, pour professionnaliser le transfert d'expertise. Et ça, c'est très important, mais ce n'est pas facile. Vous pouvez avoir les meilleures chercheuses et chercheurs du monde, et il y en a en Suisse, dans toutes vos institutions, mais ce n'est pas pour autant que ce seront des gens qui vont faire du transfert d'expertise de manière tout à fait naturelle. Ils doivent être aussi formés. On peut accepter que même si on est une meilleure chercheuse ou chercheur du monde, on peut toujours améliorer encore des compétences dans le domaine du transfert d'expertise. On doit pouvoir aussi, évidemment, augmenter aussi notre impact dans les débats sociétaux. On doit apporter des réponses. Ce n'est pas toujours facile. On va être peut-être parfois contredit, on va peut-être être parfois critiqué, mais il faut accepter cette critique tout en gardant toujours cette même politique et une certaine forme d'assurance de ce que l'on fait. Et puis donc, évidemment, améliorer la coordination. C'est ce que vous faites et j'aimerais vous remercier, vous toutes et tous, chez Souprio, de coordonner votre action au niveau des institutions académiques sur les objectifs et issues communs qu'on doit pouvoir embrasser ensemble. Donc voilà, c'est un peu ma conclusion. On a ici, je crois, un beau défi à relever ensemble et Souprio a un très grand et un très important rôle à jouer dans cet exercice. Merci beaucoup de votre attention.